Ici. Donne la parole. Bonjour à tous et bienvenue dans À cœur ouvert, votre émission préférée sur une chaîne très en vogue, une chaîne que vous adorez, Arttop TV. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un artiste incroyable. Un artiste qui nous fait voyager, et d'ailleurs ces voyages ont commencé assez tôt, à l'adolescence. On va découvrir un petit peu tout ça. Ça va être le moment où on va parler en toute intimité, n'est-ce pas? Il faut, c'est mieux. Plus sincère, oui. Ce gentleman artiste s'appelle Yoann Perratonner. Bienvenue à toi. Guilty, c'est moi. Bienvenue, merci de ton accueil. C'est moi qui te remercie d'avoir honoré cette demande. Ah oui? Parce qu'en plus, tu étais il n'y a pas si longtemps que ça à New York. Oui, n'est-ce il y a pas une semaine. Il y a une semaine. Exactement. Ça va, t'as pas trop le décalage horaire, tout va bien? Si, Ouais. parce que j'ai enchaîné direct C'est vrai et j'ai encore la tête ailleurs. D'accord. Mais je reprends vite et ça y est, le rythme, ça a commencé à aller mieux maintenant. On voit les grands artistes qui voyagent. On va savoir pourquoi je dis ça, d'accord? Je l'aime bien laisser un petit peu le suspense à tous pour qu'ils soient juste au bout à écouter ce qu'on a à dire. Alors, t'es artiste plasticien. Oui, c'est comme ça qu'on dit maintenant, mais c'est artiste, je Ouais. fais des tableaux. Est-ce que tu as un autre mot pour dire artiste plasticien? Est-ce qu'il y a pour toi peut-être une référence qu'on dit pas ou... Alors, moi, je vais être dans la catégorie 3D artist. C'est comme ça que on appelle ce que je fais, quoi. C'est 3D. C'est-à-dire, je fais des, Ah, 3D. Ok. je travaille le volume sur mes tableaux qui peuvent être considérés parfois en sculpture parce qu'il y a du volume. Bah oui. Mais plasticien, ça veut pas dire grand-chose parce que c'est pas lié au plastique. Je travaille pas forcément le plastique. Bah oui. Donc, d'où ça vient ce mot-là? C'est artiste, quoi, simplement. Ouais. Je fais des œuvres, voilà, je m'éclate, et puis j'essaie d'en faire mon métier, et c'est passionnant, quoi. Je vis de ma passion, quoi. C'est plutôt rare. Fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Et alors, je te demandais parce qu'effectivement, je trouvais ça plasticien. Pour moi, c'était un petit peu large. Je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment d'âme dans ce terme. Donc, merci de nous avoir donné une autre dimension, une 3D dimension. Voilà, c'est ça, dimension 3D. Après, effectivement, on va catégoriser par rapport au sculpteur, et après c'est la thématique. Si on fait de l'abstrait, si on fait de la nature morte, de la photo, et c'est vrai que plus généralement, tous les gens qui travaillent un peu plusieurs matériaux différents, et on appelle ça donc aussi technique mixte. Donc c'est plusieurs techniques sur une même œuvre, ce que je fais aussi. D'accord. Mais quand comment dirais-je, sur nos factures et tous les comptabilités, on met artiste plasticien. C'est la catégorie dans laquelle on appartient, en fait. C'est pour ça qu'on dit ça. Bon, je te remercie de nous avoir éclairé davantage, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un public assez large, des gens qui vont découvrir ton univers, qui vont découvrir l'art, ton art. Donc, je trouve ça important aussi de pouvoir donner le vocabulaire juste pour que ces personnes-là puissent aussi quelque part augmenter leur culture. Bien sûr, il faut. Non, mais évidemment, je suis là pour ça. Ça reste un plaisir. D'ailleurs, tu viens d'une famille d'artistes. J'ai une famille d'artistes, un grand-père qui était artiste. Alors lui, il était accordéoniste. D'accord. Oh, génial. Ah ouais, il a monté même des cabarets, tout ça. On est d'origine italienne. Oh, et quand il est venu en France, il a fait ce qu'on appelle des dancings. C'est un peu l'équivalent d'une boîte de nuit, sauf qu'au lieu de servir de la vodka, c'est du vin rouge, et au lieu de danser sur de la house music, c'est de l'accordéon et de la musique de bal. Mais le concept est le même, c'est-à-dire que tu rentres quelque part, tu payes ton entrée, t'essaies de dragouiller les femmes du coin et tu te bourres la gueule. Enfin, c'est bien résumé. Alors voilà, merci d'avoir initié. Ah mais c'était ça, c'est ce qu'il faisait et ça marchait très bien. Il y avait plus sérieusement, il y avait des orchestres qui étaient invités. Mais alors, c'était pas David Guetta, c'était le groupe La Barrière du Patelin, je sais pas quoi. Après, c'était le groupe enfin bref, je peux inventer tous les noms, mais un petit peu tout. Les groupies en folie, n'importe quoi. Enfin, il y a des noms de groupes que mon père me racontait qui étaient complètement improbables. Ah bah oui, c'est les dudules. C'était sa vie et il s'est bien marré. C'est rigolo, je trouve. Et il a eu un fils qui est devenu mon père, n'est-ce pas? qui lui est pianiste.
qui a fait des musiques de films, de téléfilms, que vous pouvez connaître. Il a fait la musique de Navarro en téléfilm, d'Ushuaïa. J'adorais, tu sais, Navarro, quand j'étais jeune, je regardais avec mon père Navarro. Ah bah oui, c'était un ami de papa, Roger Hanin. Roger Hanin? Ouais. Ah oui, non. Oui, c'était un ami de papa, et quand je regardais, j'avais l'impression de voir mon père et moi. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est très drôle, C'est drôle. Et ça, donc, ok, d'accord. Ushuaïa aussi. Voilà, tu sais, Ushuaïa. Nicolas Hulot, tout à fait. Documentaire sur... Après, il a travaillé en tant que pianiste arrangeur pour Céline Dion, Johnny Hallyday. Très longtemps, c'était le pianiste de Michel Berger. Ouais. Ouh là. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Et puis après, il a fait les arrangements de deux grosses comédies musicales qui sont Starmania et Notre-Dame de Paris. Ah ouais, pas des moindres. On a quand même deux choses. Voilà, deux très grosses comédies. Je pense que là, qui sont encore d'actualité. Pour ceux qui nous regardent, l'une et l'autre ont fait un tabac. Et... D'ailleurs, elles sont réadaptées encore à chaque fois. Systématiquement. Enfin, dès l'instant où t'as Notre-Dame de Paris, ça. Starmania, j'en parle pas parce que récemment. Starmania. Le fils de Michel Raphaël a repris, a fait une comédie musicale sur Starmania récemment. Ça a cartonné. Tu vois. Les chansons sont splendides de toute façon, donc c'est universel. Quand tout le monde entend, t'ouvres la radio, tu mets Europe 1, RTL, paf, ils vont te balancer un Starmania, un Ziggy de Céline Dion, ça reste... j'adore Ziggy, cette chanson, elle est magnifique. Ça vieillit tu sais que j'ai mis du temps à la connaître. Ça vieillit pas. À comprendre, plutôt. T'avais pas capté l'analogie? Plus jeune, si tu veux, non, tu la chantes, t'as une autre sensibilité, et puis plus tu grandis, plus tu captes d'autres choses, et puis tu vois un peu les métaphores et tout ça. Exactement, puis ça fait un parallèle aussi à ta petite vie, je dirais, d'adolescent, et puis après de jeune femme, jeune homme, etc. Et je trouve ça rigolo, mais t'as commencé, alors j'ai retenu quelque chose, c'est que tu disais à 6 ans, mon père m'inscrit pour faire du solfège, du piano, et aujourd'hui quelque part tu en es reconnaissante et plein de gratitude par rapport à ça, parce que finalement il a bien fait. Pourquoi tu dis ça? Parce que est-ce que t'as pas fait de musique? La musique, c'était pour moi, mais j'ai même pas eu la question, ne s'est même pas posée. C'est-à-dire, on m'a inscrit au conservatoire, c'était j'allais à l'école et le soir j'allais au conservatoire. D'accord. Et accessoirement, tu te fais aussi des amis là-bas. C'est vrai. Donc tu profites de ces deux équipes, quoi. L'équipe de jour l'après-midi à l'école et le soir une autre équipe. Et conservatoire, c'est super parce que le solfège, ça fait chier tout le monde. Mais comment dirais-je, on faisait un peu l'orchestre aussi. On faisait du chant, on faisait plein d'activités différentes. Moi, j'avais pris piano. Et plus on apprend le piano jeune, plus c'est facile. Parce que avec mon fils, un gamin, son cerveau, c'est une éponge, donc il imprime beaucoup plus. Et puis les doigts galopent vite sur le piano. Et puis moi, ce que j'aimais bien, c'est que mon professeur me laissait apprendre les morceaux que je voulais apprendre. Ah, ça c'est bien. Parce que si tu te fais des études de Czerny techniques tout le temps, à un moment donné, tu satures. Donc moi, coup de bol, j'avais un professeur qui me laissait jouer mes petits morceaux de Beethoven que je voulais. Enfin voilà. Donc piano à fond. En plus, je prenais des cours de particulier de piano à côté. D'accord. Oui, donc t'as vraiment aimé. Enfin, c'est toi c'était à ta demande ou c'était tes parents qui t'ont... Mes parents qui m'ont mis au conservatoire. Et ce qui est très bien, c'est que... Les cours particuliers les de cours piano. Particuliers, je sais plus exactement, mais en tout cas, j'en avais besoin. Parce que simplement les cours au conservatoire, ça suffisait pas. Moi, j'avais besoin d'une méthode. Et j'ai eu une très bonne prof qui s'appelle Caroline, qui m'a beaucoup aidé. On avait un lien un peu familial, on va dire. Et c'était plus le conservatoire. Enfin moi, mon professeur, c'était un Russe, Monsieur Markov, qui était très très autoritaire, qui me faisait même peur. Et j'avais besoin de contrebalancer avec la douceur d'une professeure qui connaissait ma personnalité, qui savait me faire travailler. En plus, donc je suis enfant unique. Et le piano, enfin c'est ce que parfois je dis aux parents. Enfin aucun gamin va dire spontanément à papa, maman, je veux faire du piano. Donc moi, il faut avoir un niveau suffisamment bon pour commencer à profiter, mais faire le premier coup de roue est difficile parce qu'il faut apprendre, c'est dur. Bien sûr, et une fois qu'on arrive à avoir passer ce petit gap, là on commence à prendre plaisir. Comme un sport, le tennis, tant qu'on sait pas bien faire un coup droit en revers, on prend pas plaisir. Donc il faut forcer un petit peu. Moi, on m'a forcé, mais voilà. J'avais même pas le choix, la question s'est pas posée. Et dès qu'on arrive à avoir ce petit niveau-là, ça y est, on commence à prendre plaisir et on regrette pas. Enfin, le piano, moi, je m'entraîne encore maintenant, donc on connaît la grille. Quand on fait du classique, on peut tout faire.
C'est Bien simple, sûr. quand on fait du classique, on peut faire du jazz. Je pense que c'est la base hein, dans tout. Faut avoir cette base-là. On le dit pas suffisamment, je trouve. Ah oui, oui. C'est facilitateur et c'est dommage de pas le dire vraiment, notamment dans les cours élémentaires. Où je trouve que c'est là que ça devrait vraiment commencer. On commence, tu sais, généralement la flûte. En général, la flûte au collège. Et quelle tristesse quoi, c'est vrai que la flûte. Non mais alors moi j'adorais la flûte. T'adorais la flûte? Ouais, j'aimais bien. Ce qui est rare et cher, il y a peu de gens qui vont dire ah moi la flûte. Alors j'adorais et tu sais je donnais des petites vibrations à chaque fois. C'était mon petit moment. À moi. Je te jure, c'est drôle hein. Mais bon voilà, c'était l'aparté parce qu'on pourrait rigoler pendant des heures. Je sens que ça non mais attends, la flûte, quel souvenir, mais limite les profs de musique. J'avais l'angoisse les autres. Et moi je suis là moi. 30 gamins qui jouent de la flûte, mais à la fin, tu pètes un câble, quoi. Mais tu sais que pour mon fils, aparté total, hein, mais c'est, ouais, Covid. Et là, il doit apprendre la flûte. Et alors en cours, il a fait une flûte et il pouvait pas en jouer. Ouais. Alors, la flûte. Ils font semblant de jouer, c'est quoi le délire? Ouais, ils apprenaient, ils avaient pas le droit de jouer. Donc j'ai pas compris. D'accord. Ah, c'était en mode mime marceau, semblant de jouer, quoi. Ouais, à cause du Covid, ouais. Il y a eu tout ce truc là derrière. Et la blague, quel enfer. Et je disais, mais, puis moi j'étais là en train de lui apprendre, il fait, mais maman, ça sert à rien, parce qu'on peut pas jouer. Je fais, c'est pas vrai, attends, tu vas rater les plus belles années de piou, piou. Et celui qui fait, tu sais, tout ça. Enfin bon, voilà quoi. Ah non, mais quelle tristesse, quoi. T'as vu? Ouais, j'ai pensé comme toi. Je vais peut-être me rattraper avec le plus petit quand il arrivera, on verra. Mais bon, tout ça pour dire la magie de la vie. Donc finalement, t'es un artiste complet, quoi. Parce que t'as le côté art, comme on peut voir là, et puis t'as la musique, et la musique fait voyager. Voilà. Ce qui est bien, c'est que voilà, famille déjà, qui était, pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Une famille qui était déjà, qui n'ont jamais été choqués ou perturbés que j'en fasse finalement mon métier, quoi. Parce que on connaît le cliché qui mine de rien fonctionne bien des parents qui disent oula attention là, tu veux être acteur, tu veux être musicien, parfois castrant, c'est pas un vrai métier, mais je veux dire effectivement il y a ceux qui en vivent décemment se comptent sur les doigts d'une main en proportion du nombre qui pratiquent l'activité, donc je peux comprendre que ça fasse peur, ce qui est plutôt vrai finalement, parce que même mes amis certains acteurs, tout ça, enfin c'est des vies difficiles. Donc moi en tout cas j'ai pas été freiné au moment où j'ai pris ce virage à vouloir être finalement professionnel de cette activité. D'accord. Alors plus je te regarde, plus je pense au Petit Prince de Saint-Exupéry. Ah bon? Ouais. Où est la rose? Où est la rose? Mais je te dis ça parce que tu prends les choses avec beaucoup de sensibilité, je trouve, et en même temps beaucoup de maturité. Et moi je me demande, à 14 ans, quand tu fais ta première expo, parce qu'il faut savoir qu'à 14 ans, l'adolescent fait sa première expo avec des cartes postales. Voilà. Alors c'est pas vraiment une exposition. J'aimerais que tu nous en parles en fait. Très très rapidement. Oui. Quand on dit ça en général, c'est que ça va être très long. Quand on dit attends, je vous oui, mais parce qu'on a tellement de choses à se dire, Johan. Alors Johan, on a réfléchi sur. Pour les intimes, Johan. D'accord. Mon nom de scène. Pas d'alias, moi, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui ont des alias. Oui, c'est vrai. C215, M512, voilà. Non, moi, c'est. M203, non, même pas? Même pas encore. D'accord, peut-être, non. Ok, non, non. Moi, c'est juste Johan Perratonnerre. T'as vu, je fais même oui, il sait pas lui-même, c'est drôle. Moi, en gros, bon, je dessine depuis que je suis tout petit. Donc, c'est pas comment dire, c'est pas devenu opportuniste en me disant attends, en faisant tel type d'art ça pourrait marcher. Enfin, à quel âge? Excuse-moi. C'est vraiment tout petit, c'est-à-dire à même 3-4 ans, déjà j'étais passionné par ça. D'accord, donc on voit dans tes parents, ils sont pas étonnés, ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, et ce qui est marrant, c'est que moi j'avais un style que je faisais systématiquement à chaque fois, c'est-à-dire je dessinais des paysages. Voilà, c'était mon truc. Je faisais pas de personnages, je faisais pas d'animaux, et je voyageais pas mal, oui. Ouais. Je pense que proportionnellement à tous les petits gamins, moi j'ai eu la chance de beaucoup voyager. D'accord. Et est-ce que de New York, à tous les pays d'Europe, enfin voilà, avec mes parents, je les suivais partout. Et c'est vrai qu'effectivement, à chaque fois que je voyais une belle vue, quelque chose qui m'inspirait, et je prenais mes crayons, mes stylos et j'essayais de reproduire ce que je voyais. D'accord. Avec à chaque fois quand même, c'est ça qui est sympa, c'est un objectif quand tu dessines. Tu te dis je veux que ça me plaise. Donc sans le savoir, t'es déjà en train de créer quelque chose
parce que personne te le demande. Bien C'est sûr. une volonté intime d'un enfant Ouais. qui veut faire quelque chose qui lui plaît et qu'il Tu aime. t'exprimes. Donc c'est super, parce que Bien tu as un sûr. objectif. Tu te dis, je veux arriver à un résultat, Mhm. et tu te concentres, tu le fais. Ouais. C'est pas juste une espèce de distraction ou simplement c'est l'action de le faire te fait du bien. Moi, il y a un résultat final. Tu vois, j'ai travaillé dans un hôpital de jour avec des enfants autistes. Ouais. C'est particulier ça parce que c'est le plaisir immédiat qui va Ouais. les satisfaire. C'est le D'accord. fait de voir la couleur, un mouvement, une texture. C'est ça qui va les distraire dans le moment présent. D'accord. Donc c'est très important parce Bien que moi sûr. ils se concentrent là-dessus, mais ils n'ont pas d'objectif. C'est juste le toucher, la couleur qu'ils Ouais, voient qui leur plaît. Alors que profite de cet instant présent pleinement finalement par rapport à d'autres. voilà, moi c'est pas tellement dans l'exécution où je prends plaisir, bien sûr, enfin un petit peu, mais c'est surtout avec un objectif de résultat final. À quoi ça va ressembler? D'accord. Qu'est-ce qui est dans ma tête Ouais. et qu'est-ce que je veux à la fin qu'on voit et montrer. Tu vois, il y a un objectif comme un sportif, comme un jeu qui veut gagner. Moi, je veux faire un truc qui me plaît. Ouais. Et après, d'année en année, tu t'améliores. Donc, tu améliores la perspective, tes couleurs, tu affines ton style. Bien sûr. Et à l'heure actuelle, tu sais, souvent on dit des artistes, c'est un jeune artiste. Mais même si le mec, il a 50 balais, tu vas dire c'est un jeune artiste. Oui, c'est vrai. Parce que généralement, il a commencé il n'y a pas forcément si longtemps que ça, ou alors il a développé son style au bout de 10-15 ans. Et là, on va parler d'une meilleure maturité. Moi, mon style, finalement, je le fais depuis que je suis gamin. Ouais, là, j'ai 39 un ans. artiste né, pratiquement. C'est 39 ans et ça fait 35 ans que je fais la même chose. En essayant de m'améliorer, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est pas dans ce que tu fais, finalement. C'était déjà mon truc avant, mais quand t'es petit, évidemment, je projetais jamais d'en faire un métier. Enfin, je veux dire, c'était un kiff, quoi. Et quand tu termines, parce que aujourd'hui t'exposes partout, on va en parler, hein, mais quand t'es jeune garçon comme ça, que tu fais tes œuvres, tu les montres, t'as envie de les montrer ou c'est vraiment ton travail à toi que tu gardes un peu secret? Tu sais, comme un petit journal intime où tu mets tes mots. Bah, moi, je dirais quand même, il y a une partie d'ego où je suis content de le montrer. D'accord, c'est ça qui m'intéresse. Et de dire, regardez, ce que j'ai fait, quoi. Oui, quand même, parce que c'est une reconnaissance dans le regard des gens. La considération que les autres ont de nous est importante aussi à travers le travail. Même à l'heure actuelle, les galeristes, tu sais, souvent ils parlent de succès. Ils disent cette œuvre a du succès parce que quand il y a une expo, évidemment, le but c'est de vendre. Bien sûr, évidemment. Mais quand sur ton stand tu as énormément de gens qui se retournent vers un tableau, qui se posent des questions, qui prennent en photo, voilà, le galeriste va le voir, il va dire bon, cette œuvre a du succès. Pourquoi elle a du succès? Parce que la ville choisie est peut-être bien, les couleurs, tout ça. Donc, il s'agit pas trop d'orienter ses créations artistiques, mais il n'empêche, c'est un très bon indicateur quand les gens s'intéressent à son travail. Et même moi, je vais être très sensible aux gamins. Quand les gamins, ils regardent mes tableaux, pour moi, c'est brut, un gamin. Il fait pas semblant, quoi. Il aime pas, il s'en fout. Oui, c'est ça, ils sont sans filtre. Il regarde ce qu'il trouve beau et il y a plus les distorsions qu'on a par la suite où on peut faire semblant d'un gamin. Il fait pas semblant. Soit il aime pas. Tout à fait, il a bien raison. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et donc pour en revenir à ce que tu disais, moi effectivement, donc je faisais donc des œuvres de ville et un ami de mes parents, lors d'un dîner chez moi, a dit mais attends, ça peut être sympa d'en faire des cartes postales. Et il y avait un éditeur qui s'appelait Bertrand Lehmann aux éditions Cartes d'Art, pour ne pas le citer. Cartes d'Art. Ouais, j'avais vu que c'était dans rue du Dragon, dans le 6e. D'accord. Qui faisait donc des cartes postales. On salue. Et j'ai pris rendez-vous avec lui. Enfin, j'ai tout bêtement, j'ai acheté une carte postale dans sa carterie. J'ai regardé le nom derrière et j'ai téléphoné. Je me suis présenté au rendez-vous. Il m'a reçu 14 ans. À 14 ans. C'est mon premier contrat, tu vois. Ouais, mais c'est waouh, 14 ans. Enfin, on remet les choses dans le contexte, quoi. Exactement. Après, donc je suis venu dans ses bureaux et il m'a dit, écoute, moi je fais des œuvres majoritairement sur Paris. Et il m'a fait finalement une commande spéciale parce qu'il m'a donné les quelques red flags qu'il fallait pas que je fasse. Moi, quand je faisais une œuvre de Paris, très souvent, tu sais, je mettais la Tour Montparnasse ou ce qui moi m'inspirait ou qui était pas loin de chez moi. Il m'a dit non, attends, je t'arrête là. Les touristes, eux, c'est Moulin Rouge, Sacré-Cœur, Notre-Dame. Donc j'ai un peu changé mes créations. Puis j'étais tellement enthousiaste de travailler avec quelqu'un. Enfin, je trouvais ça super. Donc j'ai commencé à produire des œuvres, donc plats au départ. Et il les a édités. Donc, quel bonheur de se balader dans Paris. Tu vas dans une carterie, et là, paf,
Tu vois ta carte postale et au dos, tu vois ton nom écrit, artiste. Ça fait quelque chose. Ah bah, et ça donne une motivation parce que tu te dis, c'est comme un macaron de validation. Tu te dis, j'ai été validé. Oui. Et après, ça te donne envie de faire plus de choses. Bien sûr. J'ai commencé comme ça, ouais. Et finalement, tu as commencé comme ça, mais à quel moment tu t'es rendu compte que l'art deviendrait ton métier et que tu allais en vivre finalement? Ah, c'est bien après. C'est bien après. Ça n'a pas été ton focus? Pas du tout. Non, c'est vrai? Pas du tout. On aurait dit comme ça. Ah non, c'était une passion comme t'aimerais jouer aux échecs ou t'es passionné par un sport. Moi, c'était ni plus ni moins que ça. Peut-être parce que je voulais pas être assimilé à mon père qui était, ça, je fais de la psy à 2 francs 12, mais. Non, mais c'est intéressant, à 2 pesos, mais c'est intéressant, tu vois, de faire ça, de comprendre parce que tu as des familles différentes. Moi, j'ai un enfant qui a 14 ans. Tiens, on parle de ça. Ouais, il a 14 ans et je me dis, waouh, mais en fait, à l'âge de mon fils, il va voir un professionnel en lui disant, mais moi, j'aimerais vraiment prendre rendez-vous, qu'on discute, c'est du business, quoi, finalement. Un business d'adolescent de 14 ans. C'est énorme. Enfin, en soi, qui est pas. Là, tu dis naturellement parce que, mais en fait, ça m'a fait marrer, tu vois, comme je te disais, en carterie de voir mes œuvres. Mais finalement, quand je me suis présenté en rendez-vous, j'étais avec un adulte. En plus, on est devenu très amis avec cet éditeur qu'on se revoit encore maintenant. C'est un genre de mentor, tu vois. J'ai juste appelé en fait la démarche d'un gamin de 14 ans. Oui, j'ai téléphoné, j'ai dit voilà, salut, je m'appelle Johan, je fais des dessins. Et après j'étais en rendez-vous, donc là même mon père est venu, tu vois, et il a pris heureusement ça. Sur le moment ça m'a fait chier, je t'avouerais, parce que je le voyais mon père qui se trimballait dans la pièce et qui me prenait en photo, mais finalement ces photos je les regrette pas, je suis super content, tu vois, de les avoir. Tu m'étonnes. Et là il m'a expliqué le truc, donc voilà, j'ai assisté, j'ai fait le rendez-vous. Et après, j'ai fait ma passion, donc dans ma chambre, dessiner mes trucs et voilà. Et après, mais en fait, moi, j'ai pas du tout, tu vois, j'adorais les cours d'art plastique, mais j'ai pas du tout fait d'école d'art. T'as pas fait l'école boule? Pas du tout d'école boule, Penningen, Beaux-Arts, rien du tout. Là, je dis boule parce que souvent, je fais, ah non, mais moi, j'ai fait l'école boule, tu comprends? Ah, ok, d'accord. Ah ouais, putain, et puis j'imaginais les boules, tu vois, une école avec des boules. Avec des boules. Ouais, c'est quand j'étais plus jeune, je voyais un truc, je fais l'école boule, boule. Mais c'est toi qui est créatif. Attends, t'imagines des boules, d'accord? Ouais, je te jure, je sais pas pourquoi, j'ai l'école boule, des grosses boules. Des grosses boules? Ouais, tu sais, des grosses Ah, en vrai, là. Oui, ouais, c'est une matinale, là, non? Non, ouais. mais voilà, j'avais une image. C'est censuré, là, ok. Mais non, mais vraiment, j'imaginais ça comme quoi. Et toi, tu t'es affranchi des codes qu'il peut y avoir en termes voilà, comment on appelle ça? Des codes artistiques. On peut connaître de ces artistes qui vont te dire j'ai fait ça, je reconnais mon art parce qu'il y a ça. Et toi, tu l'expliques par des termes bien spécifiques ce que tu fais, comment tu. Parce que t'as une autre formation finalement. Moi, ma formation, c'est. Ah non, mais ma formation, c'est peut-être comme toi, c'est d'aller au musée avec ses parents le week-end, se faire chier au bout de 20 minutes et dire vas-y on sort, il y a des gaufres devant. Enfin, ma culture artistique, elle se limitait à des musées, de la curiosité. Oui, je pense qu'il faut avoir. Je connaissais, j'avais pas de. J'avais pas de connaissances particulièrement en art et je m'inspirais même pas d'autres artistes. Enfin, je faisais ça. Là, c'était brut. Pas de l'art brut, mais c'était brut dans le sens où je faisais bêtement ce que je pensais, avec des erreurs en plus, plein d'erreurs de perspective. Mais ce que j'ai compris par la suite en parlant avec quelques potes commissaires-priseurs, tu sais, ils m'ont dit mais c'est ça qui est sympa dans l'art, c'est que c'est les erreurs que les gens vont bien aimer. Il y a un artiste qui s'appelle Bruno Catalano, qui a fait des grandes sculptures de personnages, de voyageurs, et il a fait une erreur dans son moule, et il y a eu un énorme trou au niveau du buste, mais la sculpture étant en bronze tenait quand même, et c'est ça qui l'a vendu le plus, et il est devenu artiste à succès, c'est un des plus grands sculpteurs à l'heure actuelle, c'est parti d'une erreur. Donc en art, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Et c'est souvent les erreurs qui font, la singularité. Une singularité. Moi, tu vois, j'ai fait école de communication, j'étais à l'ISCOM. C'est ça, je voulais que tu parles de ta formation, en fait, parce que finalement, t'as, un parcours assez académique, qui n'est pas artistique, hyper finalement. académique. Donc, bac L, option cinéma, parce que je voulais être réalisateur. D'accord. C'est tout ça, mon truc. Après, j'ai fait donc une école de com qui s'appelle l'ISCOM. Après, j'ai fait une école de pub qui s'appelle l'ESP. Ah oui, l'ESP. Et en parallèle, je montais des startups. Moi, j'adorais les startups. Ah, t'es un entrepreneur alors, depuis longtemps. C'était ça mon truc.
Donc le premier site, ça avait été un site qui s'appelait thepeople.com, qui était un gros portail sur la jeunesse parisienne. D'accord. C'était un gros agenda de soirée où on avait beaucoup de membres inscrits. Ça avait très bien fonctionné. Ouais, après, je me suis planté plein de fois. Ouais, bon. Parce que j'ai voulu monter le même système, c'était sur les étudiants, ça n'a pas pris. Après, une autre start-up, on avait été incubé par le groupe Lagardère quand même, donc moi, j'étais content de ça et je me voyais là-dedans, tu vois. Moi, enfin, comment dirais-je, ma vie professionnelle pour moi s'orientait là-bas. Dans ça. Et qu'est-ce qui a changé Et en fait, je continuais donc avec moins de rigueur l'art, mais j'améliorais encore un petit peu ce que je faisais. J'avais déjà commencé à travailler le volume. Ouais. Et j'avais exposé chez le groupe Lagardère parce que je travaillais un peu chez eux. Ouais. J'avais mis mes tableaux un petit peu au mur et j'avais des avis, des retours. Et c'est là où on m'a approché, on m'a dit mais attends, tu devrais essayer de les montrer un peu tes œuvres, pas juste dans tes bureaux et tout ça. D'accord. Donc j'ai commencé par la petite porte, je les ai simplement mis dans une copine qui travaillait chez Cost, chez le groupe Cost. Donc c'était dans un restaurant du groupe, tu vois. Ok. Donc, j'ai fait un petit vernissage là-bas. J'invitais juste mes amis. Et après, voilà, c'est comment dirais-je, ça s'est déclenché en fait. D'accord. C'est-à-dire comme l'escargot, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas l'hôtel Cost, mais deux Cost. J'ai été au contact avec le directeur artistique d'un autre Cost qui s'appelle le Street, qui m'a dit écoute, j'aime bien ce que tu fais. Par contre, il faut plus d'œuvres et on va te faire une vraie expo dans le Marais au Street Hotel. D'accord, sympa. De là, j'ai rencontré une galeriste libanaise, Elsie Brady, qui a vu une œuvre et qui m'a fait une première commande, une grosse œuvre. Sur Beyrouth. Donc j'ai dû aller là-bas faire une expo et c'était absolument génial. Et après voilà, cette galerie participait à une foire à Singapour. Elle a dit bon Yoann, je veux t'embarquer là-bas, fais-moi une œuvre sur Singapour, on va essayer de... Et après ça allait très vite. Et ça s'est fait crescendo finalement. Crescendo et après voilà, ma rencontre phare ça a été avec les galeries Bartou, donc son fondateur Robert Bartou qui est une très grosse galerie, qui lui m'a permis de rayonner un peu à l'international parce qu'il a des galeries partout dans le monde. Donc de facto, dès que tu travailles dans ce groupe-là, après, ça va très vite. Ça va vite. Mais tu as une fascination pour les villes New York, Hong Kong, Dubaï, Singapour. En fait, qu'est-ce qui va t'attirer dans ces métropoles? Parce que là, tu as parlé d'une opportunité Dubaï, mais finalement, tu nous fais voyager à travers tes œuvres. Alors, effectivement, moi j'aime l'architecture. D'accord. T'aurais pu être architecte? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y a trop de contraintes, les contraintes, les fameuses. Mais j'aime l'architecture, tu vois. C'est-à-dire les vues de ville, tout ce qui est urbain, tout ce qui est, enfin, quand on m'explique un petit peu comment sont faits les tours, quand j'entends des architectes parler, tout ça, enfin, je veux dire, je suis sensible à ça, sans vouloir forcément faire leur métier. Moi, ce qui me plaît, c'est de faire le dessin, tu vois. Donc, quand je vais, effectivement, des paysages, je pourrais faire la campagne ou quoi, mais non, moi, ce qui m'éclate, c'est justement les perspectives, les imbrications de rue, voilà, c'est ça qui va t'attirer, qui va m'attirer. Donc non, j'aurais pas pu être architecte. Honnêtement, c'est dessiner en fait. Mais je crois que t'aimes pas trop les règles, j'ai l'impression. J'aime pas trop les règles, non. Ouais. Tu t'affranchis. En fait, t'es comme un oiseau qui a besoin de voler. Et il faut pas te bloquer. Oui, et puis je pense que tous les artistes sont un peu comme ça. Oh, sûrement. Ils vont tous te dire que ils cassent les codes, ils veulent pas. Ouais, c'est vrai que ça revient souvent ça. Ils veulent pas être faire comme tout le monde. Ouais, pas être assimilé. Est-ce que c'est une histoire d'ego finalement ou une histoire de passion? Ou un peu des deux? T'as un petit mix des deux, comme toujours. Moi, je dirais que l'artiste, ce que même les collectionneurs vont apprécier chez les artistes, c'est cette liberté. On va aimer se dire, on achète un bout de liberté de quelqu'un, en fait. Ouais. D'ailleurs, je vais faire une digression, je vais peut-être le regretter, c'est pas grave. Vas-y. Mais c'est horrible, mais je suis comme ça, c'est pas grave. C'est comme alors j'ai entendu bruit de couloir qu'il y avait un artiste qui avait vendu une œuvre invisible. D'ailleurs, je me suis demandé comment il l'avait livré. C'était ma grande question. En fait, c'est pas tellement le contenu drôle, qui est intéressant. D'ailleurs, il y en a pas. Il y a pas de contenu, c'est une œuvre invisible. Enfin, si, il a peut-être mis juste un petit cartel avec marqué le nom de l'œuvre. Oui, ce qui est rigolo. Ouais. Mais c'est le buzz. C'est simplement du buzz. 17 000 ou 18 000 euros. Ah bah, tant qu'il y a un compte qui est là pour acheter, oui, ça pourrait valoir le double. Non, mais je trouve ça, tu vois, on parlait de singularité, on parlait de casser les, là, pour le coup, il a cassé tous les codes, il s'est affranchi de tout. Mais, tu vends un concept. Ouais, tu vends un concept. La banane de Catalan qui a été mis à Basel et scotché au mur. Ouais. Bon, c'est un concept. Ouais, le mec qui a acheté l'œuvre, si on peut appeler ça une œuvre,
il a acheté la communication qui a été Ouais, faite sur l'œuvre. C'est ça Et qu'il a oui, acheté. mais bon, après tout ça c'est assez subjectif. Hein. Mais non, mais c'est rigolo en fait. Moi, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais attends, mon esprit cartésien, mais comment tu déplaces une œuvre qui est invisible, tu vois? Tu vois, là, je me suis même pas penchée sur le prix. Il y avait un présentoir ou Je pas? me suis... Il y a un présentoir ou pas? J'ai pas vu de Il y a présentoir. au Moi, moins je me suis demandé s'il y avait, tu sais, comme un plexi ou quelque chose avec l'œuvre invisible dedans. Fallait pas y toucher. Faut pas y toucher, tu vois? Et je me suis dit, mais Ne pas toucher. ouais, comment ils font? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Alors c'est comme tu sais le tableau blanc avec un point noir et en Ouais. fait ça vaut je sais pas combien et tu te dis mais la valeur tout est relatif. Bah, c'est le fameux dans Les Inconnus. Je sais pas si tu te rappelles le monochrome de Whiteman. Non, je me rappelle pas. Tu te souviens pas? Raconte. Bah, quand Pascal Légitimus il fait visiter son appartement à ses deux demi-frères. Je sais plus, t'as Campan qui veut faire une connerie sur un tableau et dire oh là touche pas, c'est un monochrome de Whiteman. Et je sais plus quelle est la référence, mais c'est toujours. Je me rappelle mais plus. c'est un tableau, je me c'est un rappelle, tableau blanc. Ouais, c'est un tableau blanc. Ouais, non mais Whiteman. Et il lui dit mais attends, tu te rends pas compte, c'est un monochrome de Whiteman. Et le tableau est blanc, enfin, c'est un canvas et il y a écrit Whiteman. Enfin, je trouve ça hyper drôle. Bah grave. Les 3 fois, j'ai dû le voir 500 fois ce film quoi. Ah mais c'est après les inconnus, c'est les inconnus, n'est-ce pas? L'art, on peut appeler ça l'arnaque parfois, hein, ou l'art contemporain. Enfin, il y a des arts engagés, il y a des arts qui te font voyager. Il y a de des tout. arts T'en as pour tous les goûts. Moi, je pense qu'après, c'est très personnel. Pour moi, dans une œuvre d'art, il y a l'âme qui parle. Et c'est ce qui fait que oui, voilà. Tu rencontres une âme ou pas. Et parfois, ça te fait vibrer, parfois pas. Je pense que ça s'explique pas. C'est la magie qu'il y a. C'est pour ça que souvent, tu sais, il y a des, je crois qu'il faut que j'arrête de dire collectionneurs, mais il y a des gens curieux qui vont dire, oui, mais je m'y connais pas et tout, mais je dis, mais on s'en fout que tu t'y connaisses ou pas. Si t'es sensible à ce que tu vois et ça te parle et tout ça, bon bah voilà, ça a marché. T'as pas besoin de t'y connaître nécessairement. Non, c'est la magie la magie du moment. Je pense que c'est ça qui est important. Il y a des tableaux, tu sais, où c'est sympa d'avoir le contexte historique. Si tu regardes Sam Francis, moi quand j'étais gamin à l'école, prof d'art plastique, on étudiait Sam Francis, mais on comprenait rien parce que c'était abstrait, donc on se disait ouais c'est facile, on peut tous le faire, ça prend 3 secondes. Mais non, quand tu comprends le contexte, pourquoi c'est arrivé après la Seconde Guerre mondiale, donc le monde était en chaos, tout ça, donc c'est en résonance avec l'actualité historique. Donc de savoir ces informations-là, ça rend l'œuvre différemment intéressante. Mais c'est vrai, mais c'est ce qui est passionnant. Sans regarder la technique où on se dit putain c'est facile, je peux le faire moi aussi. Tu vois. Mais c'est là où l'interprétation. Il y a pas longtemps, on était avec des amis dans une expo et chacun a donné son interprétation d'une œuvre. Et on a tous donné vraiment des indications différentes parce que ça dépend de ce que tu vis dans l'instant, ce que tu ressens. Si t'es un peu, je sais pas, elle est un peu courroucée par quelque chose, tu vas percevoir je sais pas, les couleurs d'une autre façon. Tu sais, c'est ce qu'on disait un petit peu quand je te parlais du bleu, par exemple, où t'as une œuvre, là, c'est tout bleu. Soit tu vas penser à l'espoir, la mer, la liberté, ou bien le bleu là d'un coup, parce que t'es pas bien, t'es en bad mood, j'en sais rien. Tu vas dire oui, bah la nuit. Tu vas penser à des trucs qui n'ont rien à voir. Ouais, c'est assez drôle, je trouve ça, parce que j'écoute beaucoup les gens parler et je trouvais qu'il y avait des perceptions différentes. Et tu voyais un petit peu aussi les caractères des uns et des autres, tu as trait de personnalité. C'était une œuvre qui était asexuée finalement. Chacun il voit ce qu'il veut. Après, tu vois, en école de pub, on te dit que le rouge c'est la violence et machin tout ça, donc tu peux pas faire. Mais non. Enfin, t'as des couleurs. Le bleu c'est la couleur préférée dans le monde entier. Quand statistiquement tu demandes à 100 personnes, t'en as 80, n'importe quoi. T'en as 85 qui vont dire que c'est leur couleur préférée. C'est corporate, d'ailleurs dans les métiers de négoce, avec, je parle par exemple pour l'immobilier, certains métiers comme ça, où le bleu reste quand même une couleur de référence. Le noir, on parle du noir, mais le bleu ça met à l'aise les gens, ça donne un peu de douceur. C'est assez drôle, je trouve. Alors c'est marrant que tu parles du noir parce que j'ai pris quand même des cours particuliers avec un maître qui m'a quand même appris des choses, d'apprendre à dessiner des modèles, tout ça. Donc, et à chaque fois, c'est marrant, on me disait, faut pas utiliser de noir. Ah ouais? Et alors pour moi, je veux dire, quelle importance, c'est pas vraiment parce que le noir n'est pas considéré vraiment comme une couleur. Oui, j'ai entendu parler de ça, mais alors c'est quoi une couleur, je t'avouerais, j'ai jamais compris non plus. Ouais, un peu nul de dire alors ça c'est pas une couleur, ça. Bon, bien, on fait ce qu'on a envie de faire et arrêter d'avoir des codes partout. Le noir, il existe. Même moi, j'adore la BD, tu vois. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on appelle ça la ligne claire, alors que c'est noir. Mais tu sais, quand tu prends une BD de Tintin, bon, toutes les couleurs que tu vois sont entourées de noir. Oui, tout à fait, tout à fait.
Et paradoxalement, ça s'appelle la ligne claire. Je savais pas. De contourer, tu vois, de noir une forme. Ligne claire. La ligne claire, messieurs dames. Donc moi, je fais la même chose, au final. Ça c'est de la, c'est de la BD. Un petit peu, parfois, tu sais, quand je regarde certaines BD, où les dessinateurs, je les trouve exceptionnels. Et même la BD m'a beaucoup inspiré, parce que je lisais, bon, pas mal, mais surtout, j'aimais beaucoup les BD. Et très souvent, je m'arrêtais sur certains dessins, et je trouvais ça brillant. Donc je dirais que c'était plutôt ça qui m'a inspiré, tu vois. Est-ce que c'est aussi parce que, ça fait partie de toi, étant donné que t'as fait du cinéma, enfin l'école de cinéma, alors j'ai fait un début d'école de cinéma, oui, mais voilà. Ça aurait pu être quelque chose que tu aurais pu approfondir finalement, parce que c'est ce qui se passe à travers tes œuvres. C'est un voyage. Bah oui, d'ailleurs, on a parlé de beaucoup de choses, mais c'est comment tu retranscris l'énergie dans ce paysage urbain, parce que la ville c'est l'effervescence, en plus c'est des grosses villes. Ah oui. Alors moi effectivement, c'est intéressant, tu vois, parce qu'on a parlé de ça, mais des mégalopoles. Moi je fais des Tokyo, les villes où vraiment pour moi où c'est fourni quoi. Venise, je vais avoir du mal à le dessiner parce que c'est très plat. Et moi j'aime justement quand il y en a partout quoi. Il y a des immeubles partout et c'est ça qui va m'éclater, de trouver un point de fuite intéressant. Comment où me situer dans la vue. C'est pour ça que souvent je travaille avec des drones. Donc les drones, tu peux avoir des vues improbables, parce que si tu te mets à hauteur d'immeuble, tu es souvent caché par l'immeuble qui est en face ou quoi, alors que via des drones, tu as du coup une plongée qui te permet d'avoir des vues très originales. Et moi, c'est ça qui va plutôt m'inspirer. Alors, c'est absolument illégal d'utiliser des drones à Paris. Ton drone, il est connecté. Enfin, je veux dire, tu l'utilises avec ton téléphone, donc on sait où tu es et tout ça, donc faut faire vachement gaffe. Mais je l'ai déjà fait, tu sais, genre au bas sur certains endroits. Et là, t'as des vues assez exceptionnelles. Tu prends une photo et après, tu peux t'en servir comme source d'inspiration. C'est fou ça. T'as fait beaucoup de grosses villes, hein. On a parlé de Singapour, Dubaï et compagnie. Est-ce qu'il y a une ville que t'aimerais encore, dont tu rêverais, il y en a plein rêverais dessiner? Laquelle, vraiment, ça serait un rêve? Si t'en avais une comme ça à nous dire là d'emblée. Réfléchis pas trop. Faut que ça vienne du cœur. Tu rêverais de... C'est pas le rêve. C'est quoi alors? Parce que il y a plein de villes que j'aime, que j'ai envie de faire. Là, j'attaque un gros Miami, par exemple. Ouais. Voilà. Donc, une vue vraiment un peu aérienne. Parce que je vais l'exposer à Art Basel cette année. D'accord. Donc, ça se passe à Miami. Ton sur ton, je fais Miami, tu vois. D'accord. Mais je parlerai pas de rêve. Si j'ai un rêve, ça serait d'exposer dans certains endroits pour partager ce que je fais, tu vois. D'accord. Mais au final, des villes, il y en a plein. Je peux faire des vues différentes. Ouais. Donc, j'ai dû dessiner, tu vois, une 30aine de grandes villes. Moi, je vais m'intéresser à, alors, je sais plus le nom exact, mais il y a des villes chinoises qu'on connaît pas trop, mais qui sont extrêmement, peuplées évidemment, avec des architectures mais incroyables, et pas forcément connues, tu vois, du grand public. D'accord. Et c'est des villes qui ont poussé en 20 ans, avec des métros aériens dans tous les sens, qui passent d'immeuble en immeuble. J'ai vu récemment des vidéos de ça sur YouTube et tout ça. C'est fou. Hein. Ça me ferait marrer de faire ces espèces de villes futuristes. Si on peut parler de rêve, ça serait de faire des villes futuristes. Tu fais un pont dans l'avenir en fait finalement. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais on dirait un petit peu dans ce que tu fais, hein, que tu nous fais voyager. Mais vraiment, c'est assez dingue. Moi, j'ai regardé un petit peu tes œuvres, du coup, je me suis permis de faire la curieuse. Le plus long, c'est de trouver mon point de fuite. Voilà, trouver comment je positionne, où est ma vue, en eye tracking, c'est-à-dire comment les gens regardent ton œuvre. Voilà, moi, c'est le plus important, c'est de trouver le sens de lecture de l'œuvre. Une fois que j'ai fait ça, après, c'est une fourmilière. Je vais faire immeuble après immeuble. Mais t'es patient comme homme, du coup. J'ai pas vraiment de patience dans la vie au quotidien. En revanche, quand je travaille, j'aime bien l'analogie avec la méditation. Parce que finalement, quand tu travailles, tu te rends pas compte du temps qui passe. Tout à fait. Preuve en est, tu sais, si je me fais des pâtes, je me fais chauffer de l'eau, et je me dis, bon, je termine cet immeuble, et quand l'eau sera chaude, je me mets pas de c'est genre, n'importe quoi, c'est 4-5 minutes. Ouais. Et systématiquement, genre, il y a plus d'eau dans la poêle, donc je suis resté 25 minutes à bosser, je me rends pas compte. Donc la notion du temps, tu la perds quand tu travailles. Ouais, en tout cas, je la perds. C'est une forme de méditation. Tu sais, il y a plusieurs formes de méditation. Il y a avec la musique, etc. Et il y a quand tu as ta concentration, quand tu fais ton ancrage. Donc finalement, toi, ta méditation, quelque part, c'est quand tu as ton esprit dans ce que tu vas faire, ça t'ancre. Ah ouais, ça t'ancre. Déjà, ça te distrait des pensées
pas forcément négative, mais de la vie du quotidien, quoi. Parce t'es que obligé, parce que finalement, on est tu dois te toujours, concentrer oui, dans ce que tu fais. t'es obligé Donc, d'être très concentré. ouais, c'est ça, parce que c'est beaucoup de travail. Il y a plus de 1000 heures, je crois, c'est ce que j'avais vu, grosso merdo. Ça dépend des œuvres, mais t'as certaines œuvres, oui, c'est extrêmement long, oui, effectivement. Et vu que tu te concentres sur un point très précis pendant un certain nombre de temps, bah, vu que le stress c'est souvent ce qui va arriver, on est anxieux parce qu'on a peur du futur, donc on se dit putain ce soir faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que j'envoie un mail à bidule. Mais quand moi je suis dans le travail, je suis obligé d'être concentré sur dessiner une petite maison, un petit truc, donc le cerveau se focus, et donc c'est une forme de méditation. Moi je fais pas de la méditation sur les applis et tout ça, j'arrive pas à faire ça. En revanche, quand je travaille, c'est ça. Ouais, après chacun fait sa méditation à sa façon. Hein. Il y a diverses formes de méditer, mais c'est bien ce que tu dis parce moi, que c'est ça la déconcentration. peut aider aussi. Méditation, c'est. Bah tu t'ancres quelque part, tu fais en sorte de. C'est perdre un peu la notion du temps. Oui, ça c'est ça, c'est sympa. Et quand je joue au piano, c'est pareil. Hein. C'est vrai que le piano, c'est bien, c'est une forme de méditation. J'aime bien. Moi, mon fils, c'est pianiste, du coup, parce que il est pianiste? Ouais, enfin, il est pianiste. Il joue du piano. Debout? Il est pianiste. Okay. Oui, et d'ailleurs, je suis la groupie. Vois-tu? Donc. Bravo. Et non, et c'est vrai que lorsqu'il est devant son piano, il est apaisé. Je sens, tu sais. Ça calme, hein? Ouais. Il y a rien qui le perturbe. Alors, parfois, le piano est chez ma mère, hein. Et ouais, j'ai fait ce cadeau de le laisser chez elle. Donc voilà. Et c'est vrai que... déguisée, quoi. Non, pas du tout, j'adore, j'aime beaucoup. Mais c'est qu'elle a plus de place. Trop bien. Voilà, c'est tout. Elle a un mur qui s'y prête tout à fait. Et c'est un piano droit Oui, c'est un piano droit. Ouais, alors à queue, je crois qu'elle m'aurait mise dehors. Voilà. Clairement. Un piano droit avec des marteaux, c'est pas électrique, quoi. Non, j'ai vraiment eu envie de lui... Voilà, quand il m'a dit je vais faire du solfège, d'accord, ok, on va trouver un instrument. Alors son père il est guitariste, du coup c'était la guitare, puis j'ai bien vu que c'était pas son truc. Tu sais, il prenait la guitare et puis c'est assez drôle. Mais il se venait sur son lit, et je suis dans mon bateau, et je te jure, il jouait, il faisait ses petites compositions, et il dit avec mon beau caniveau. Je voulais pas le corriger, tu sais. Il est hyper drôle. Oui, c'est misère, quoi. Mais pour lui, caniveau, il aimait bien ce nom. Et je lui dis, mais pourquoi caniveau? Il fait, bah, c'est mon bateau. D'accord. Ah. Tu vois, ouais, l'imagination, elle est c'est hyper artistique, tu vois. Complètement. Pour lui, le mot, c'est une autre définition. Je l'appelle le poète disparu, en fait. Le poète disparu. Ouais, le poète disparu parce qu'il a, beaucoup de choses. Il est très drôle. Ah oui. Perché, mais tu vois. Extrêmement drôle. Il a son humour, je dirais, son humour. Il faut savoir décoder. Il est HPI, donc parfois, il faut vraiment savoir décoder. Donc, non, je regarde. Okay. Mais tu vois, comme il est dans sa bulle, et c'est pour ça que tu parles de méditation, moi, j'aime la musique. Mais tu vois, ma méditation à moi, ça va être danser. Mais sur n'importe quel air. Et d'un coup, plus rien. Ça y est, t'as trouvé ton truc. Ouais, j'ai trouvé mon truc. Autant je peux méditer vraiment méditation classique, voilà, avec de la sophro. Mais vraiment, je me suis rendu compte avec le temps que fallait arrêter de faire comme tout le monde. De rentrer dans ces dictats de, alors, il faut être posé comme ça. Ah, je suis tout à fait d'accord. Non, chacun a sa forme de méditation. Après le Covid, t'as vu le nombre de personnes qui se sont improvisées coach de life, oula, oui, méditation, voilà, et tout le monde est devenu expert là-dedans. C'était plutôt drôle. Alors qu'en fait, la méditation, c'est chacun la trouve. Il y en a, c'est la cuisine. Quand tu coupes, c'est vrai ce que tu dis. Quand tu coupes ton oignon, ton truc, t'es concentré. Bon bah voilà, le temps, il y a le temps disparaît, donc c'est une méditation. Voilà, c'est ce que j'aime. C'est que chacun doit. Moi, quand on me dit mais Kat, t'es une hyperactive, c'est un déconne. T'es une hyperactive, mais comment tu fais pour à chaque fois rester zen et pas m'agacer, voilà. Et je dis mais parce qu'en fait, dans tout ce qui se passe dans la journée, on prend les énergies des gens, on les absorbe. Chacun les prend comme il veut. Quand t'as un peu d'empathie, je t'écoute beaucoup, écoute attentive. Et à un moment donné, bah il faut enlever tout ça. Chacun ses petits rituels. La douche, c'est important, par exemple. Enfin, on lève. Mais c'est pas suffisant pour moi. J'ai besoin d'autre chose. Donc, je me mets dans ma bulle. Et quand je suis dans ma bulle, eh ben, j'extériorise, j'enlève tout. Je fais le vide dans ma tête. Tu vois? Donc, tout ce positif, négatif, j'enlève. Et après, je reprends que le positif, ce qui a été bon. Et après, je me mets vraiment dans ce truc où si c'est la musique, ça va être la musique. Tu vois, je vais écouter de la musique. Et ça va me faire du bien. Et c'est que, tu sais, comme le canon de Pachelbel, tu vois. Je dis, mais elle a une fréquence vibratoire qui est énorme. Moi, celle-là, c'est mon bien-être total. Je la mets, mes enfants l'écoutent, ils sont très contents. Ça nous permet de nous faire du bien. Et on s'endort pratiquement, allez, trois fois dans la semaine avec ça. Hein. Dès qu'ils sont un petit peu, excités, qu'il y a des choses, hop, et on est bien. Et au réveil, tu fais le contraire, tu mets le boléro de Ravel.
Ah, j'ai pas essayé. Vu que c'est crescendo Ouais, et ça monte, ça aurait pu, c'est réveil en douceur. Mais nous, on est en douceur, attention, on est tout en douceur. Les réveils sont assez cool à la maison. Mais en je te musique, disais c'est ça, bien. toujours, ouais, j'aime bien la musique. Mais en fait, pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, j'entends beaucoup, mais moi, j'arrive pas à méditer. Mais non, la méditation est partout. Un coiffeur, ça va être la concentration qu'il va avoir dans la coupe qu'il va faire. Exactement. Et et je pense qu'il faut arrêter de donner, sacraliser certaines choses et tout en disant ah oui mais ceux qui peuvent méditer c'est parce qu'ils ont telle ou telle possibilité. Enfin bref, je pense qu'on fait tous un travail sur soi. Non, ils vont être bons dans un type de méditation. Oui, et t'as mais pas mal y a de personnes pas une qui méditation. vont parler souvent de ça. Mais ils ont pas intégré. Enfin, ils sont pas intégrés. J'ai l'impression que certains ont pas intégré qu'il y a plusieurs autres formes de méditation et c'est pas simplement genre fermer les yeux et pour certains ça marche, mais c'est très bien qu'ils se cambient bien à leur face, c'est formidable. Mais moi personnellement, je suis pas sensible à ça, quoi. Bah, je pense que chacun a vraiment son truc et puis voilà. Mais on a fait une digression totale, hein, cher ami. Mais tu vois, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut parler de tout. Ouais. Mais en même temps, tu nous fais voyager. Pas le choix. Mais c'est bien avec l'art, tu vois, c'est ça qui est bien. Oui. On est vite, sans le vouloir, international parce que dès l'instant où on expose dans un autre pays, on y va, on rencontre des gens. Mais oui, mais d'ailleurs des cultures différentes. Et ça, c'est génial. Je trouve ça passionnant. On va en parler tout à l'heure parce que j'ai il y a un vrai sujet sur ça, sur les cultures, etc. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment t'as rajouté des strass. Alors, j'ai lu, hein, clairement, que tu avais rajouté des pierres précieuses, c'est ça? Il y avait quelque chose. D'où te vient cette idée? Mais c'est énorme en fait. Plus le temps passe, plus après tu cherches à rendre tes tableaux de plus en plus beaux, de plus en plus vivants. Et pierres précieuses, mais plein de matières différentes. Tu vois, quand je vais chiner dans des boutiques, dans un marché, n'importe quoi, dès que je vois une texture que je trouve intéressante, qui me fait penser à une tour, si je vois des petits carreaux de céramique en or, je vais me dire, ah, pour le Chrysler Building à New York, ça serait sympa. Donc, dans les antennes, dans machin, dans les fenêtres, je vais les mettre comme ça, vu que la tour est jaune. Donc, je vais à chaque fois trouver des petites idées, tu vois, par monument et tout ça. D'accord. Et effectivement, les strass, c'est pas mal parce que dès l'instant où le tableau est bien éclairé, quand tu te déplaces autour de la pièce, tu vois des petites brillances qui s'éclairent. Et effectivement, parfois, tu peux mettre des petits éclats de diamants, tout ça. C'est pas, tu vas pas mettre une grosse pierre, mais ça rend ton tableau plus vivant. Donc ouais, il y a plein de matériaux différents. Bah oui, on le voit d'ici. Je te regarde. Alors en plus, t'as des yeux mais magnifiques, et je regarde ton œuvre avec le bleu qu'elle a. Donc c'est perturbant. On regarde, on se dit mais en fait son œuvre elle nous fait voyager parce que plus je la regarde, plus j'ai l'impression de la voir différemment. Alors ouais, c'est une petite pièce. C'est drôle. Sur Paris, mais tu vois un petit peu comment c'est fourni. Et moi en fait ce que je vais aimer c'est que voilà que le travail de loin soit élégant, esthétique, mais quand on rentre dans le détail, on puisse un petit peu tu vois se promener, voir les quartiers, s'amuser à. Pour moi c'est plein de souvenirs. Enfin dès que je fais une ville, c'est pour ça que j'aime y aller avant pour ressentir la vibration de la ville. Et après c'est là où je vais créer ma fourmilière. D'accord. Et c'est là où tu fais des rencontres super et t'as plein de surprises. C'est pour ça que voyager, ça forme vraiment, le cerveau, il grossit. Ça ouvre l'esprit, hein. Surtout entre tu sais, le cliché que t'entends d'un pays, dans ton pays. Moi, quand je suis allé à Beyrouth la première fois, même ma mère, elle me disait, putain, Beyrouth, c'est un peu dangereux, tout ça. Attention, je crois que c'est un des continents, des territoires où il y a plus de guerre. Enfin, ils sont toujours en guerre, les pauvres, les Libanais, moi, c'est toujours, du Liban, c'est compliqué, hein. Ah oui, beaucoup de résilience. Waouh, c'est des gros fêtards, malgré tout ce qui est... Ouais, j'aime beaucoup le Liban. Moi, j'ai un coup de cœur pour le Liban et les Libanais en général. T'as plus de Libanais à l'étranger qu'au Liban. Oui, c'est tout petit le Liban, c'est pas énorme, mais il y a beaucoup de Libanais. Ouais, c'est ça. Tu te dis mais avec une culture en plus complètement différente chez eux. Et voilà, ce que je voulais te dire, mais tu t'en doutes, c'est que l'actualité ne se concentre que sur les choses qui vont mal dans un pays. Donc, c'est pas tellement que les journalistes ils vont mentir, parce que les faits qu'ils rapportent se passent. Mais dès l'instant où tu vas dans le pays, tu t'aperçois que il y a toute une autre dimension, et surtout ils vont pas s'intéresser aux mêmes choses que nous en tant que Français on va écouter bien sûr. Du pays. On va parler du terrorisme, de machin, tout ça, mais non, eux là-bas, leur problème c'était autre chose. Et à chaque fois que tu voyages, quand je communique avec les gens, je m'aperçois qu'il y a un gros delta entre ce que j'imaginais du pays et de sa population, de ce que j'entends dans mon pays, et de réellement la problématique des gens, parce qu'ils n'ont pas le même narratif. On leur apprend pas l'histoire de la même manière. Non. Ils se focus sur leur pays, bien sûr. Donc, c'est là où
ça élargit le cerveau. Donc c'est formidable. Voyager, c'est complètement con de dire ça. Évidemment, tout le monde le sait, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment vrai, quoi. Je sais pas si tout le monde le sait vraiment, mais bon, tu vois, ça sera l'aparté. Vraiment, parce que un vrai sujet sur ça. J'ai encore eu un débat sur le fait de voyager et s'ouvrir l'esprit. Et, enfin, bref. Ah oui. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis ça, c'est assez drôle. Mais est-ce qu'il y a un pays qui t'a le plus marqué, une œuvre, par exemple, du coup, on va parler d'œuvre, que tu as mis en avant par rapport aux autres et tu te dis, ouais, celle-ci, elle me marque. Alors bon, un pays qui m'a marqué, moi, c'est le Japon. D'accord. Alors, je vais souvent à Tokyo, parce que je travaille avec des galeries sur place. Et là, je trouve que c'est un pays qui est quand même assez, pour plein de raisons, admirable, quoi. La culture, la bouffe, les gens, Ouais, l'harmonie enfin, c'est une population qui vit dans une forme d'harmonie et tu te sens très très bien. Et donc, bien évidemment, j'ai dû réaliser plusieurs œuvres sur Tokyo Bien sûr, ouais. et sur Kyoto, l'ancienne capitale, donc plus historique cette fois. Donc, si on parle de pays qui m'a un peu bouleversé, ça serait pour l'instant Tokyo, parce que c'est un pays qui a 3000 ans d'histoire. Ah oh là, oui, ouais. Donc c'est une éducation bien particulière. Est-ce que quand tu es allé, tu as ressenti ça? Cette éducation, ce truc qu'on a en France, qu'on perçoit quand même le Japon comme un pays de valeur, mais de rigueur aussi et d'exigence. Exactement. Alors c'est une île, donc ça n'a pas été pas une terre d'immigration. Donc tu vois, les gens vont pas forcément parler anglais. Mais t'es dans un autre monde, quoi. Est-ce que tu t'es senti bien accueilli? Sincèrement? Oui, ils ont un grand respect pour les Français. D'accord. Ils connaissent notre histoire. Enfin, ils apprécient notre culture. Non, ils ont un vrai respect pour les Français. Donc non, j'ai senti que de la bienveillance. Et puis ils sont tellement extrêmement polis, bienveillants que tu peux que bien te sentir. Quand bien même c'est hypocrite ou quoi, mais bon, on vit en société, donc c'est dès l'instant où tu as des gens souriants, voilà, ils vont jamais chercher à te froisser. Il y a pas d'agressivité. Ça n'existe pas l'agressivité. Je les voyais. C'est très mal vu. Donc non, donc non. Voilà, le Japon. Et en termes de villes à dessiner, bon, honnêtement, les villes où les buildings se construisent à foison vont m'éclater parce que c'est là où je vais faire ma fourmilière et c'est là où je vais essayer de trouver des points de vue improbables. Donc effectivement, je fais souvent New York. Ouais, bah oui, parce que ça construit tout le temps. J'ai fait Dubaï. Alors la ville en elle-même, j'ai pas été bouleversé pour être tout à fait honnête. Par contre, effectivement, t'as une richesse architecturale qui est quand même incroyable. La ville, elle a poussé. Tu regardes des photos de Dubaï il y a 25 ans, il y avait 8 tours et demi. Bon, on n'aime pas, mais il y a quand même c'est quand même les meilleurs architectes du monde qui ont fait des tours exceptionnelles. Donc c'est ça. Pour moi, c'est sympa à dessiner. C'est ça que je vais bien aimer, tu vois. Et l'Afrique, il se passe des choses en Afrique. Alors ça se construit. Est-ce qu'un jour peut-être tu aimerais Alors l'Afrique là, particulier l'Afrique là. Je vais travailler avec un ami camerounais. D'accord. Qui travaille dans l'industrie du café. D'accord. Qui va monter sa propre marque. Et je vais faire donc dans un grand café tout le Cameroun. C'est-à-dire ça va être, tu vois, une espèce de patchwork, enfin avec les principaux symboles, tu vois, mais une espèce de patchwork avec tous les icônes, les paysages et tout ça. Donc c'est comment dirais-je, c'est une commande un peu spéciale. Ça va pas être une ville à proprement parler, mais je vais essayer avec mon style, tu vois, de refaire le pays dans un gros grain de café qui sera présent sur son packaging. D'accord. Donc le projet, je le trouve super. Ah bah parce qu'on fait des collabs, tu vois, en tant qu'artiste. Moi, j'ai fait des collabs avec des bouteilles de champagne, avec de rhum. D'accord. Ça fait partie de la communication qu'il faut mettre en place, parce que quand t'es artiste, c'est 70-30, hein. Faut faire 70% d'œuvres d'art et 30% de marketing. T'es entrepreneur, hein. Oui, bah, bien sûr. Il faut faire des partenariats, faire des deals à droite à gauche, il faut se faire connaître. On n'est pas juste dans notre atelier. Enfin, si on faisait que ça, on n'arriverait pas à s'en sortir. Bah ça, c'est bien parce que tu es le pont entre là et ce qu'on va aborder tout de suite, c'est-à-dire ta rencontre avec le public et la manière dont tu communiques avec. J'aimerais savoir déjà pour toi, est-ce que on a parlé d'ego tout à l'heure, mais est-ce que la perception qu'ont les autres de tes œuvres est importante dans le moment où tu vas commencer à créer? La manière dont c'est reçu, est-ce que ça t'importe ou est-ce que finalement tu as donné un bout de toi? La réponse est oui.
moi, je vais donner le meilleur, donc il faut déjà que moi, ça me fasse plaisir et qu'à la fin, dès que je fais la signature, je me dis c'est bon, j'ai fait exactement ce que j'avais dans la tête. Et après, encore une fois, tu peux pas trop tricher parce que les gens, de manière sociale, vont toujours être polis avec toi. Donc dès l'instant, ils vont te parler, ils savent que tu es l'artiste, ils vont toujours être bienveillants, ils vont toujours être gentils. Ah, c'est beau. Ouais, bon, mais la vérité, c'est, selon moi, le temps. Ouais. C'est-à-dire, si quelqu'un va s'arrêter longtemps sur ton œuvre et la regarder plus de 7 secondes, c'est très positif parce que si tu regardes bien dans une foire, dans une galerie, les gens ils marchent, ils avancent, ouais, ils attendent pas, ils regardent vite fait et ils vont parfois se rapprocher ou pas. Donc dès l'instant où tu exposes et tu vois beaucoup de gens qui s'arrêtent sur ta pièce, qui l'achètent pas forcément mais qui la regardent, c'est que déjà ça démontre un intérêt. Donc ça, faut observer ça. Oui, donc en fait, pour tu sais, pour les, alors, je vais dire jeunes artistes, ou pour les artistes, juste les artistes, qui, pour ceux qui démarrent et puis ceux qui sont déjà, mais qui galèrent, s'il y en a beaucoup qui galèrent quand même, hein, on en a vu beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, je vois qu'il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. Tu sais que c'est la deuxième question que tout le monde me pose. C'est, est-ce que tu fais quelque chose à côté? Alors, tout le monde est persuadé que on peut pas vivre en tant qu'artiste. Je te demande si tu as un autre métier, une autre activité. Ouais, c'est dévalorisé. Sérieuse. Alors, oui, c'est dévalorisé, je trouve, ce métier-là. Le métier d'artiste, ça reste un métier, même si t'en vis, même si c'est de l'art, ça reste un métier. Chacun a son. Oui, mais c'est un peu, tu sais, comme dans la vie, on a des missions de vie. Voilà. Je le prends un peu différemment. On prend tout différemment. On a tous notre mission. Et être artiste, je trouve que c'est une mission aussi. Parce que vous donnez un bout de votre âme dans ce que vous faites. Exactement. L'art est général. J'estime que chaque personne est un peu artiste en elle-même, même s'il y a des arts un peu plus matériels que d'autres, on va dire. Et dire est-ce que t'en vis et de te dire c'est très rare d'en vivre, c'est une réalité. On peut pas l'effacer parce qu'il y a énormément de gens qu'on ne voit pas, qui sont pas médiatisés et qui font des choses mais magnifiques. Donc c'est pour ça que là ma question va être à ces personnes-là. Qu'est-ce que tu leur dirais? Parce que beaucoup sont mais complètement fâchés avec les réseaux sociaux, avec le marketing et avec la vision même de l'entrepreneuriat. Alors qu'entreprendre, c'est juste entreprendre. C'est pas autre chose. On va être clair. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Parce que toi, tu es quand même l'essence même de ça, finalement. T'as tout compris. Je dirais qu'il faut, non, pas cette prétention, mais il faut observer le monde actuel. C'est-à-dire, si on se sert pas des outils et des armes, qui existent actuellement, c'est dommage parce que avoir un site internet c'est bien, mais un site internet les gens ne le mettent pas à jour. Donc effectivement c'est quand même bien pratique les Instagram tout ça parce qu'en permanence on peut tenir au courant son audience, ses collectionneurs potentiels et bien leur dire notre actualité, nos nouvelles œuvres et tout. Donc quel dommage de pas utiliser ça et de ce que je vois. C'est que les artistes qui réussissent, donc déjà ils sont doués. Enfin, ça veut dire quand même que les gens apprécient leur travail, mais ils savent aussi communiquer. C'est ça. Ils savent aussi se vendre ça joue un minimum. Beaucoup quand même communiquer. Hein. Bah, si t'es artiste là à 2 rues, t'as pas de galerie d'art, t'exposes chez toi et tu montres ça à tes potes et t'es pas en affinité avec les réseaux sociaux. Comment quelqu'un qui pourrait potentiellement aimer tes créations, il peut te connaître. Donc tu es invisible. Est-ce que c'est une histoire de rencontre finalement? C'est une question de savoir, à minima, montrer son travail. Quelqu'un qui veut garder ça pour lui, c'est juste sa passion, bah c'est formidable, mais il va rien vendre. D'accord, donc en fait, il faut travailler les réseaux sociaux, travailler tout ça, travailler... Il faut bien sûr travailler ça, essayer de faire des beaux contenus. C'est un investissement finalement ou en pas? termes de temps, oui, bien sûr. De temps, mais d'argent. Ah bah le temps, c'est de l'argent. Pour ceux qui sont... Tout à fait. Très bonne réponse. Oh, c'est facile. N'est-ce pas? Mais pour ceux, disons, qui ont ce fameux temps, mais peu de moyens pécuniaires. Voilà. Comment ils peuvent... Est-ce qu'investir sur les réseaux sociaux, au-delà du temps qui est de l'argent, effectivement, il faut rajouter aussi des euros ou des dollars? Comme je t'ai expliqué, j'étais entrepreneur avant, je me suis pété les dents pas mal de fois. Bon, tout le monde s'entraide globalement. Tu passes ta vie déjà quand t'es entrepreneur, tu passes ta vie à chercher de l'argent pour monter ton projet. C'est vrai. Et t'essaies de te faire aider. Des beaux contenus, on a tous un pote qui a un bon appareil photo. Faut se débrouiller. Et au début, c'est dur. Le premier coup de roue est difficile, mais il faut vraiment se faire aider. Mais déjà, c'est bien d'avoir une matière première qui est bien. Donc, tu parlais tout à l'heure de demander les avis des gens et tout, c'est vachement important. Parce que dès l'instant où tu as plein de gens qui vont te dire
avec leur cœur, parce que ton travail c'est génial, c'est super, tu dois en faire quelque chose. Quand t'as plein de gens qui semblent sincères et qui te balancent ça, à un moment donné, tu te dis bon, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose de mieux. Le galeriste, normalement, c'est ton agent. Parfois, on me demande, mais est-ce que tu as un agent? Non, j'ai pas d'agent, mais j'ai des galeristes. Oui, parce que le galeriste, il fait ce travail-là pour toi. Il fait le métier d'agent et il fait ta promotion. Oui, il va prendre à peu près entre 30 et 50% de la valeur de ton œuvre. D'accord. Oh, c'est énorme. C'est pas mal, mais c'est normal. C'est tout à fait normal parce qu'il a un pas de porte. Mais regarde, là, en ce moment, je travaille beaucoup avec un super galeriste que j'adore qui s'appelle Robert Peraya. Il est rue Dauphine, dans le 6e, il y a un passage monstre. Tu imagines un pas de porte dans le 6e, combien ça coûte. Il se met là parce qu'il y a des gens qui passent et il peut y avoir des curieux, enfin voilà. Il va te mettre en avant, il va faire des contenus vidéo pour toi, il va participer à des foires où tu vas proposer tes œuvres. Donc sans le galeriste, c'est beaucoup plus dur. Donc si tu fais ton autopromotion, effectivement, tu bricoles ça comme tu veux. En revanche, le galeriste doit faire ce travail-là. Donc si ta question c'est voilà, est-ce qu'il faut investir en temps, je te dirais oui, évidemment. Faut le faire en doublon. Mais à un moment donné, chaque spécialité, chaque métier a sa spécialité. Le galeriste, lui, c'est la promotion de l'artiste. Donc si tu trouves une galerie, la galerie, c'est voilà, il connaît le marché de l'art. Il va en voyant tes œuvres, il va te dire toi, tu fais ça pourrait marcher dans tel pays, pas tel autre. Moi j'ai eu le temps de comprendre un petit peu où était mon marché finalement. Mais en début de carrière artistique, c'est hyper dur. Déjà le pricing pour évaluer le prix de tes œuvres, combien coûtent tes œuvres, c'est très dur parce que tu peux te tromper en fait. C'est pas forcément le temps de travail qui fait la valeur, tu vois. Oui, voilà, c'est vrai que c'est un sujet. Valoriser quelque chose, c'est un métier. Savoir valoriser est un métier. Et en fait, moi, l'essence même de ce que je voulais te faire dire, c'est que finalement, il faut arrêter de penser que percer dans l'univers de l'art est élitiste. C'est plutôt à qui s'en donne les moyens, parce qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de choses qui aident. On a les réseaux sociaux en général, et il y a les rencontres, parce que je parlais des rencontres, parce qu'elles sont importantes, parce qu'elles ont tous un impact dans la vie. Voilà. Et se déplacer, ça veut dire qu'on peut pas attendre finalement que les gens viennent à nous. Il faut aller vers les gens pour montrer ce qu'on fait. Ah mais là maintenant, moi je trouve ce qui est génial quand même, les réseaux sociaux, ça permet d'être visible à l'international. En postant quelque chose de pertinent, d'intelligent, on peut faire partager ce qu'on fait. Et du coup réussir. Parce que même à l'heure actuelle, je pense qu'un galeriste, il serait pas insensible si l'artiste a déjà 3 millions de followers, qui adore ce qu'il fait. D'accord. Ouais, donc il regarde ça dans les courts-métrages, dans les films, parfois ils regardent l'audience des gens qui prennent. En musique, parce que il y a 2 ans, mon papa, c'était le président de la SACEM. D'accord. Il gérait tous les droits d'auteur et tout ça. Bonjour. Et il peut te le dire, t'as maintenant plein de majors, tout ça, qui vont regarder le nombre de followers qu'ont un artiste et tout ça, dans la musique. D'accord. Et ça va vachement les rassurer. Donc, de facto, l'artiste en question, il a simplement mis sur les réseaux sociaux, peut-être mis des bons hashtags. Donc, c'est quand même formidable technique, en fait, d'avoir cette visibilité potentielle sur les réseaux. Faut extraire le bien de tout ça, donc faut s'en occuper bien évidemment, mais ça donne une vraie visibilité. Bien sûr. Et faut le faire. Et d'accord, donc finalement oui, faut se former aux réseaux sociaux, quoi. Un minimum. Se former aux réseaux sociaux. Et toi, est-ce que tu as eu une critique, quelque chose qui t'a marqué? Des critiques sur mon travail? Ouais. Par centaines. Non, mais une qui t'a marqué, qui a été déclencheur de quelque chose. De manière techniquement parlant, j'ai eu plein de remarques, mais qui m'ont vraiment servi, qui m'ont jamais vraiment vexé. D'accord. Bah moi tu sais, c'est con, mais quand tu parlais du conservatoire et tout ça, j'avais un professeur qui était très très dur. Et il va jamais te dire que c'est bien, tu vois, il va pas oui, mais souvent il va te dire que tu donnes le meilleur de toi-même, donc évidemment que ça va être. Donc quand quand t'es gamin, t'es habitué à avoir un peu cette rigueur de chercher toujours à s'améliorer. Après la critique, tu la prends, tu fais aikido quoi, tu prends l'énergie et tu la mets ailleurs. Donc moi au final, dès qu'on me fait une remarque, j'adore, je vais lister. Ça va te... Avant mes ciels, tu vois, je les faisais, je les imprimais, enfin je trouvais. Et après, il y a un copain qui m'a dit, putain, ce serait pas mal que tu travailles à l'acrylique, tes ciels et tout. Donc, je me suis servi de ce qu'il m'a dit, je l'ai réadapté à mon œuvre et c'est devenu vachement plus intéressant. D'accord. Donc, j'ai pas eu de vraie
critiques, tu parlais par rapport à mon travail ou Oui, des critiques qui ont été impactantes dans ta vie, mais bon, t'as un petit peu répondu. C'est finalement, toi, tu fais ton truc et il n'y a pas quelque chose qui t'a bloqué ou qui a été détonateur de quelque chose, quoi. C'est que pas ça a évolué, ça fait spécialement. juste évoluer ton travail, Je finalement. me suis juste pris plein de murs. Mm. Tu tentes de te contacter telle personne, telle galerie, quel monument où tu veux exposer. Non, c'est pas possible, t'as pas de réponse. Tu veux faire un partenariat avec une marque que t'adores, Ouais, et t'as puis pas de finalement, réponse. Mais après, en fait, au rebond, plus tu fais de choses, plus après les gens te connaissent et ça rassure, tu vois, et plus tu peux développer des deals, mais ça prend vraiment du temps. Résilience, finalement. C'est Xavier Niel qui disait ça il y a pas longtemps. Enfin, avant de créer, voilà, Iliad ou ses boîtes et tout ça, il s'est mangé mais des murs, mais c'est monstrueux. Ouais. Entrepreneur, il y a un vrai lien, une vraie analogie entre entrepreneur et artiste parce que t'es en permanence, t'as pas de patron, et t'es en permanence là à chercher des idées d'œuvres, de création bien sûr, et des idées aussi un peu marketing. Que faire pour se faire connaître, parler de son œuvre. Donc c'est à toi de chercher derrière un peu plus à chaque fois. Voilà, jus de cerveau, et tu dois trouver des idées. Sinon personne va t'aider en fait. Personne t'aide. C'est ça qui est dur. Ouais. Mais c'est l'entrepreneuriat en général dans tous les secteurs d'activité. Mais je crois qu'on va repartir dans un. Moi, je trouve que c'est ça. Enfin, il n'y a pas vraiment de partage parfois. Faut les créer, faut se faire son propre réseau. Et faire en sorte que voilà. Faut être lucide. Tu vois, quand tu sors, quand tu t'exposes et tu parles à des gens, si tu entends quelqu'un qui te dit j'ai mon frère qui est galeriste ou n'importe quoi, enfin, faut faire un peu de réseau indirect quand même, et tout le temps est à l'affût de qui pourrait potentiellement c'est pas te servir parce que toi ça va te servir, mais le galeriste s'il aime ton travail, c'est du partage. Vous partagez le même gâteau au final, donc faut être vraiment à l'écoute et se faire des amis, quoi. Bien sûr. Faire des alliances. De toute façon, c'est l'artisanat, hein. L'artiste est un artisan autant qu'un entrepreneur est un artisan. Voilà. Finalement, vu que tu tisses tout ce que tu as à faire. Voilà, au sens comment dirais-je, social et tout ça, oui, c'est un artisan. En termes artistiques, l'artisan c'est pas un artiste, c'est un technicien, l'artisan. Oui, tu sais, moi je parle plutôt de l'entrepreneuriat. Je dis que les entrepreneurs sont des artistes et sont artisans aussi parce qu'ils créent et qu'ils font énormément de choses pour sortir un petit peu de l'ombre pour aller dans la lumière. Moi j'ai envie de rigoler un petit peu, donc on va faire une toute petite séquence. En fait, le temps passe. C'est horrible, hein. Mais on a envie de rester des heures et des heures avec toi, hein. C'est fabuleux. Ça veut dire qu'on s'ennuie pas. Donc t'es passionnant. Donc ça, c'est une vraie qualité. Tu nous fais voyager. Joker, là. Merci. Mais non, je t'en prie. On va faire donc un portrait chinois. Alors, je te pose une question et tu réponds. Faut pas trop réfléchir, hein. Il faut vraiment le dire, voilà, naturellement. Si ton art était une saison. Printemps. Si tes toiles étaient une musique. Tempête de Beethoven. D'accord. Si tu étais une couleur. Bleu. Si ton inspiration était un lieu. Les buts de Chaumont. D'accord. Un artiste vivant ou disparu avec qui tu aimerais collaborer. Basquiat. Un seul objet à peindre pour toujours. Un seul objet à peindre. Pour toujours. Peindre pour toujours. Ouais, un seul objet à peindre pour toujours. Un piano. Je sais pas, ça peut être drôle. D'accord. Une émotion universelle à transmettre. La bienveillance. Ah, j'adore. Bienveillant, ok. Jean-Michel Banal. Si tu n'étais pas artiste, que serais-tu devenu? Cuisinier. Cuisinier. Non, je dis n'importe quoi. Non, mais ça me fait marrer parce que tu fais des petites choses, t'es concentré. Non, j'aurais été, je pense, dans la communication, dans une belle boîte, voilà, stratégie dans la com. Toujours dans la communication. J'aurais fini là-dedans, tristement. Ouais. Non, pas tristement. Je trouve que ça peut être passionnant. Ouais. On pense à tous ceux qui sont dedans, évidemment. Ah mais non, mais la communication, parler, tu communiques à travers tes toiles, d'autres communiquent différemment. Moi, je communique à travers les émissions, par exemple. Voilà. N'est-ce pas, non, c'est un mot de valise qui veut dire tellement de choses. Exactement. Que, oui. Plus de questions? Non, en fait, ça me fait rire parce que je vais arrêter de... Je savais pas quoi dire. Valise. Valise, ça aurait été bien, ça. Bah, c'est ça. Ah merde, j'y ai pas pensé. Bah, moi, j'aurais pensé pour toi parce que du coup, c'est ça, quand t'as dit valise, je fais, tiens, c'est le mot que j'aurais pu mettre pour toi parce que tu voyages à travers toutes tes toiles. Donc, objet, valise. C'était parfait. Tu savais? On leur fait, je dis, valise. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. On peut pas refaire ce qui est fait. Rien dire, quoi. Si, c'est la musique, c'est pas grave. Mais, il y a énormément de choses à découvrir. Moi, ce que je te propose, et tu me diras si t'attends, c'est que je te réinvite chez Artop
pour faire une autre émission, mais une autre émission vraiment sur le développement personnel et sur ce que tu connais de par ton travail. Si ça te dit. Ah, volontiers. Ça te dirait? Je vais parler d'une expérience, la mienne. D'une expérience on décortiquera. C'est technique. On a énormément de choses à raconter. Et je voudrais juste, là, si tu pouvais transmettre un message, je vais te donner le mot de la fin au public, aux personnes qui te regardent, sachant qu'il n'y a pas que des artistes, c'est un tout. Il y a des enfants, il y a des personnes plus âgées. Qu'est-ce que tu dirais? Je vais parler aux enfants. D'accord. Parce que les adultes étaient des enfants. J'ai pas, chacun son expérience. Je respecte. Je respecte. Chacun fait comme il veut. N'est-ce pas? Mais je vais conseiller aux enfants. Ou même si je vais indirectement, je vais conseiller aux parents de toujours proposer beaucoup de choses à leur enfant. Moi, je trouve que s'il y a une chose que mes parents ont bien fait, tu vois, c'est qu'ils m'ont toujours offert des options. C'est-à-dire, dans ma chambre, souvent, je m'ennuyais. D'accord. Mais vu que j'avais plein d'objets à ma disposition, je faisais des choses parce que de l'ennui vient la création. Voilà, ça, je trouve ça assez intéressant. Très bien. Et dès l'instant où je m'ennuie, et bah, du coup, moi, je créais. D'accord. Parce que tu es triste et machin, puis après, tu fais des choses. Attends. J'ai mon invité. Ah, bah, oui. Ouais. T'es sûr? Non, parce qu'on a eu un petit couac ce matin. Du coup, c'est ça, c'est le direct en fait finalement. Moi, je vais vous dire merci à vous, merci à toi, Johan. Merci pour le temps, toi de m'avoir invité, c'est charmant, ça me fait très plaisir. D'avoir donné de ton temps, de ton énergie, etc. Merci à vous d'avoir écouté. C'était à cœur ouvert sur Arttop TV et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bye. Ciao. Ciao.